Bonjour les enfants, donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite du cours d'histoire qui s'intéresse à l'Orient ancien au troisième millénaire avant Jésus-Christ. La fois précédente, vous aviez travaillé sur le site archéologique de Marie et grâce à vos différentes recherches, vous avez pu découvrir que le site archéologique de Marie abritait en fait ce qu'on appelle une cité-État qui date du troisième millénaire avant Jésus-Christ, c'est-à-dire en fait un territoire dans lequel des habitants se sont rassemblés, des habitants ont vécu ensemble, qui a prospéré, qui s'est agrandi, la population a augmenté, et donc progressivement ce territoire a dû se doter d'un roi qui exerçait le pouvoir sur les habitants, sur la cité, qui exerçait le pouvoir sur l'ensemble des habitants qui y vivaient, et ce roi exerçait son pouvoir jusqu'aux limites de la cité qui étaient représentées par les murailles, qui donc symbolisaient à la fois son pouvoir et l'activité défensive de la cité, la protection de la cité, et d'où l'idée de cité-État. Donc voilà ce qu'on avait fait la semaine dernière. Aujourd'hui, on va continuer donc cette leçon en s'intéressant un peu plus à la localisation de cette cité-État de Marie. Vous allez voir qu'elle ne se localise pas n'importe où. Et donc pour ce faire, vous allez avoir besoin de votre cahier, puisqu'il y aura de la leçon à noter, de votre trousse, de votre règle, de votre stylo rouge, de votre crayon, de vos crayons de couleur, et aussi d'une feuille de brouillon, parce que je vais vous poser des questions auxquelles vous allez devoir répondre en mettant la vidéo sur pause. Bien, j'espère que tout est compris, alors on peut commencer si c'est le cas. On va commencer, on va étudier principalement ce document-ci que vous avez déjà vu, puisque c'est un des documents que vous aviez parmi les 3 documents que vous aviez pour faire l'activité écrite sur le site archéologique de Marie. Donc ce document, c'est une carte, vous la voyez, vous la reconnaissez, une carte de l'Orient ancien au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Donc sur cette carte, vous localisez Marie qui se localise sur les rives du fleuve Euphrate. Et la première question que je vais vous poser est la suivante. Marie fait partie d'un territoire ou d'un ensemble beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, dont le nom est marqué sur la carte. Mettez sur pause et essayez de trouver la réponse à cette question. Bon, je pense que vous avez facilement trouvé la réponse à cette question. Marie appartient donc à un ensemble beaucoup plus vaste qu'on appelle la Mésopotamie. Alors, petite précision, la Mésopotamie, c'est un terme qui n'était pas utilisé par les habitants de Marie il y a 5000 ans maintenant. C'est un terme qui a été utilisé plus récemment. Durant l'Antiquité, le terme de Mésopotamie apparaît. Et puis maintenant, il est surtout utilisé pour désigner ce territoire à cette époque précise et dans cette zone géographique précise. Aujourd'hui, la Mésopotamie, c'est pas un pays, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et donc, par rapport à aujourd'hui, vous avez la Mésopotamie qui est représentée ici en rouge, petit territoire en rouge. Vous avez ici la France, Dieppe. Vous voyez, on est ici au sud-est de Dieppe, on est dans ce qu'on appelle le Proche-Orient, plutôt la partie nord du Proche-Orient aujourd'hui. Bien, donc ça c'est la première question. La seconde question, c'est que j'aimerais que vous observez bien la Mésopotamie et en vous aidant de la légende, vous pouvez remarquer qu'il y a quelque chose d'étrange en Mésopotamie, peut-être quelque chose qui vous surprend sur ce territoire. Mettez sur pause et essayez de trouver la réponse à cette question. Donc j'espère que vous avez bien observé la légende, parce qu'en fait la réponse elle est dans la légende et finalement sur la carte et dans la légende. Vous voyez que Marie est représentée par un point rouge entouré de blanc et que vous avez plusieurs points rouges en Mésopotamie. Alors ça ne veut pas dire que tous ces points rouges c'est Marie. Non, tous ces points rouges, c'est indiqué dans la légende, ce sont d'autres cités-États. Donc en fait, il faut comprendre par là que la Mésopotamie est peuplée d'un grand nombre de cités-États, telles que Marie, bien sûr, mais aussi Ur, Lagash, Uruk, par exemple. Et toutes ces cités-États fonctionnent sur le même modèle que Marie. C'est-à-dire qu'elles ont les mêmes types de bâtiments, des temples, palais, habitations, bâtiments de commerce, mais aussi et surtout qu'elles ont tout un roi. Ce qui signifie qu'en Mésopotamie, au 3e millénaire avant Jésus-Christ, l'ensemble de ce territoire en fait est dirigé par plusieurs rois. Chaque roi est dans sa cité-État et exerce son pouvoir dans sa cité-État. Ce qui signifie que les cités-États entre elles, en fait, elles peuvent être rivales, bien entendu, puisque ce ne sont pas les mêmes rois. Parfois alliées aussi, mais le plus souvent, elles ont été rivales, chaque cité-État tentant d'aller envahir, détruire une autre cité-État pour augmenter
son pouvoir, sa puissance et sa richesse, forcément. Donc voilà pour la seconde question. Troisième question, maintenant de manière plus générale sur l'ensemble de la carte, est-ce que vous seriez capable de me trouver les autres territoires qui existaient dans l'Orient ancien au 3e millénaire avant Jésus-Christ? Donc mettez sur pause et essayez de trouver ça. Bon, pareil, question pas très compliquée, hein, je pense que vous avez trouvé qu'en plus de la Mésopotamie, on a aussi un autre territoire qui s'appelle Canaan, et enfin un autre territoire dont le nom existe toujours aujourd'hui qui s'appelle l'Égypte. Donc le territoire de Canaan ne m'intéresse pas, hein, je n'envisage pas du tout de l'étudier. Non, ce qui m'intéresse un peu plus par contre c'est l'Égypte. Effectivement l'Égypte, c'est l'Égypte que vous connaissez, que vous avez dans votre imaginaire, c'est-à-dire l'Égypte des pharaons, l'Égypte des pyramides. C'est vraiment cette Égypte-là qui a existé à la même époque que la cité-État de Marie au 3e millénaire avant Jésus-Christ et dans les siècles et millénaires qui ont suivi. Donc voilà, les deux grands États qui peuplaient l'Orient ancien au 3e millénaire sont la Mésopotamie avec toutes ses cités-États et l'Égypte avec donc ses pyramides et ses pharaons. Alors justement, si on s'intéresse à ces deux territoires, à l'Égypte et à la Mésopotamie, j'aimerais que vous essayiez de comparer un petit peu ces deux territoires. Il existe quelque chose en Mésopotamie qu'on ne trouve pas du tout en Égypte et essayez de deviner pourquoi. Mettez sur pause et on se retrouve tout de suite après. Donc je pense que vous avez réussi à trouver peut-être la différence. Alors oui, ce qui existe en Mésopotamie, ce sont ces points rouges qu'on ne retrouve pas du tout en Égypte. En Égypte, on retrouve ces pyramides qui sont représentées par des triangles rouges qu'on n'a pas du tout en Mésopotamie, pardon. Mais c'est surtout ces points rouges, moi, qui m'interpellent. Hein. Vous voyez, en Égypte, on n'en a pas du tout. Ça signifie quoi, en fait? Eh bien, ça signifie qu'en Égypte, on n'a pas du tout ce concept de cette notion de cité-État. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça en Égypte. On n'a pas un roi par ville ou par cité qui dirigerait que sa cité. En Égypte, ce n'est pas du tout le cas. Vous avez vu qu'en Égypte, avec le carré noir, on a ici une capitale. Donc ça signifie qu'on a une ville qui est plus importante, une ville qui va être le lieu dans lequel le roi qui va gouverner, et vous l'avez avec les pointillés rouges ici, l'intégralité de l'Égypte, roi qui va gouverner l'intégralité de l'Égypte. Donc ce roi va gouverner depuis sa capitale sur l'intégralité de l'Égypte et sur toutes les villes qu'on trouvera en Égypte. Et ce roi, vous savez très bien comment on l'appelle le pharaon. Et donc là, on voit bien une différence de fonctionnement entre deux territoires qui sont proches l'un de l'autre. Hein. Nous avons d'un côté la Mésopotamie avec ses cités-États, autant de rois qu'il y a de cités-États. Et on a de l'autre côté l'Égypte, où là vous avez un territoire qui est plus uni, où une personne, le pharaon, va arriver à gouverner l'intégralité des villes et donc l'intégralité du territoire. Donc voilà ce que je voulais qu'on voit un petit peu sur cette carte. Autre petit exercice que je vais vous demander. Donc vous allez, si vous le pouvez, vous allez imprimer le document 9, hein, qui est un fond de carte. Mais avant de l'imprimer et de le regarder, moi ce que j'aimerais, c'est que vous observiez bien la carte pendant un certain temps et vous essayez de bien repérer les différents noms que vous voyez sur cette carte. Donc une fois que vous avez bien observé cette carte, j'aimerais que vous preniez ce document. Si possible, si vous pouvez l'imprimer, ce serait bien. Alors après, si vous ne pouvez pas l'imprimer, ne vous inquiétez pas. Hein. Vous faites le travail sur votre feuille, vous notez et là, vous pouvez par exemple mettre des numéros, 1, 2, 3, 4, et puis vous les remettez sur votre feuille, et puis vous écrivez à chaque fois ce que ça correspond, parce qu'en fait, le travail que je vais vous demander, moi, c'est sans regarder la carte précédente, voilà, essayez de jouer le jeu, essayez de me replacer les 4 repères que je vous ai, dont je vous ai représenté l'emplacement par des pointillés. Allez, mettez la vidéo sur pause et essayez de me retrouver quels sont ces 4 repères, et vous écrivez leur nom dessus, au crayon de bois, ou alors sur votre feuille. Bon, j'espère que vous avez réussi à trouver ces 4 repères, hein, ces 4 repères, oui, géographiques, pour pouvoir tester à la fois votre mémoire et votre connaissance géographique des lieux. Donc moi, je vous propose de les corriger ensemble. Maintenant, vous allez soit les corriger sur votre feuille, soit sur la carte directement, si vous avez pu imprimer la carte. Je le répète encore, hein, si vous ne l'avez pas imprimée, c'est pas grave, hein, moi je vous la donnerai quand on se verra. Quand on se verra, pardon, ça pose aucun souci. Donc on y va. Donc si je prends
outils nécessaires. Donc ceux qui ont pu imprimer la carte, s'il vous plaît, faites bien attention à quelle couleur j'écris, avec quel type de lettres. Ici, vous avez pour ce repère-ci, vous allez prendre votre stylo bleu et écrire en majuscule. On a ici, je pense que vous l'avez deviné, la mer Méditerranée. Très bien, ceux qui l'ont trouvé. On a ensuite, donc on va changer de couleur, on va prendre le noir. Ici, vous avez reconnu que ce territoire, c'était la Mésopotamie. Ici, nous avons l'Égypte. Et enfin, alors ici, il y avait un petit piège, plutôt une erreur de ma part, plutôt qu'un piège. Ces pointillés doivent être proches du petit rond qui est ici. Parce qu'en fait, je voulais que vous me localisiez la cité-État que nous avions étudiée, celle de Marie. Excusez-moi. Donc voilà, alors dernière chose à ajouter pour ceux qui ont pu imprimer la carte, c'est que j'aimerais qu'on ajoute aussi le nom du fleuve au bord duquel s'est installée la cité de Marie. Ce fleuve, c'est le fleuve Euphrate. Donc vous pouvez l'écrire le long du fleuve. Moi, je ne peux pas avec mon logiciel, mais vous pouvez aisément l'écrire le long du fleuve. Donc voilà pour ce petit travail que je vous demande de faire, que je vous ai demandé de faire. On réutilisera la carte, pour ceux qui ont pu l'imprimer juste après, pour ajouter une dernière chose. Donc après avoir un petit peu travaillé sur la localisation de Marie et d'expliquer un petit peu le territoire dans lequel se situe Marie, il est très intéressant de se demander pourquoi M. Vaillant vous embête avec une cité-État qui est aujourd'hui un tas de ruines, un tas de cailloux, qui date d'il y a 5000 ans, voilà, à quoi ça sert? Vous allez le comprendre, en fait, cette cité-État, si elle est importante, c'est parce qu'en fait, Marie est l'une des plus anciennes cités-États de l'histoire de l'humanité. En fait, Marie et les autres cités-États de Mésopotamie sont la preuve, sont la trace des plus anciennes villes, si on devait utiliser un terme d'aujourd'hui, des plus anciennes villes dans l'histoire de l'humanité. Alors, quand on sait ça, c'est d'autant plus intéressant de l'étudier parce qu'on peut se demander pourquoi Marie et les autres cités-États sont les plus anciennes, sont les plus anciennes cités et pourquoi elles se localisent dans ce territoire. Et cette question est d'autant plus intéressante que vous imaginez bien que ce territoire n'est peut-être pas très agréable à vivre puisque vous voyez écrit en gros ici un désert d'Arabie. Alors comment ça se fait que nos ancêtres ont décidé de s'installer dans ce territoire en premier, en fait, quelque part, excusez-moi, en premier, c'était l'une des premières villes du monde dans l'histoire de l'homme, c'est vraiment dans ce territoire qu'elles sont apparues. Comment ça se fait? Eh bien, observez bien la carte et vous avez dans la carte un élément de réponse ou deux qui peuvent répondre à cette question. Mettez sur pause et essayez de les trouver. Bon, elle n'était pas facile cette question, je le reconnais, c'est un terme un petit peu difficile. En fait, là, il faut utiliser un autre élément de la légende qu'on n'a pas encore utilisé, ce sont les zones de couleur ici. Vous voyez, le vert clair, le jaune et le orange. En fait, observez bien la localisation de toutes les cités-États, sauf peut-être celle-ci et celle-ci, mais toutes les cités-États sont situées dans des espaces en vert. Et ces espaces en vert, d'après ma légende, ça nous indique que ce sont des zones cultivées. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce sont des territoires où il y a des champs. Bon. Et alors, comment ça se fait qu'il y a des champs? Vous allez me dire, c'est logique, on a des cités-États, les cités-États, il faut bien nourrir les habitants, donc il y a des champs. Oui, je suis d'accord avec vous, mais ça n'explique pas pourquoi les champs sont présents précisément dans ce territoire. Eh bien, il y a deux autres indications qui sont extrêmement importantes, qui ne sont pas dans la légende, mais qui sont sur la carte. C'est que ces champs, s'ils sont là, c'est parce qu'il y a ce qui est indispensable à la présence de champs, de l'eau. Vous avez ici un fleuve, l'Euphrate, un autre fleuve, le Tigre, et un autre fleuve, si on s'intéresse à l'Égypte, dans lequel on a aussi ces champs tout le long de ce fleuve, le Nil. Et en fait, la présence de ces trois fleuves, le Tigre, l'Euphrate et le Nil, nous explique en fait, nous montre en fait que l'agriculture était possible dans ce territoire. Et si nos ancêtres se sont installés là, si les premières traces de cités humaines se localisent en Mésopotamie, c'est parce qu'en Mésopotamie, il a été possible de faire de l'agriculture, et que l'agriculture, si elle a été possible, c'est parce qu'il y avait des fleuves qui permettaient d'apporter de l'eau. Je tiens à vous rappeler, et vous le savez, j'espère, que l'agriculture est apparue il y a vers 10 000 ans avant Jésus-Christ, on l'avait vu en histoire. C'est ce qu'on appelle la révolution du néolithique. Et l'agriculture est apparue en même temps qu'un autre phénomène, la sédentarisation. C'est-à-dire que les êtres humains sont installés en village.
Eh bien, les êtres humains qui se sont installés en village, ils ont donc construit leur village. Autour de ces villages, ils ont construit leur champ et ils ont choisi un emplacement précis pour pouvoir construire leur village et leur champ, un endroit où il y avait de l'eau. Et nos ancêtres, après de longs déplacements, quand ils ont commencé à arriver dans ce territoire, ils ont vu qu'il y avait des grands fleuves d'eau. Ils ont tout à fait eu la bonne idée de s'installer là, puisqu'il était possible de faire cette agriculture et de vivre sans être nomade et sans se déplacer à chaque fois pour aller chercher de la nourriture. Donc voilà pourquoi en fait on étudie ce territoire, parce qu'en fait ce territoire, c'est à la fois le territoire d'apparition des premières cités, mais aussi l'un des territoires du monde où l'agriculture est apparue en premier. D'accord ? Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on avait fait une carte il y a longtemps, une carte sur les foyers d'apparition. Je vais vous la remontrer. Une carte sur les foyers d'apparition des différents changements au néolithique. Voilà cette carte en fait. Et donc cette carte elle a été coloriée dans votre cahier. Reprenez votre leçon d'histoire précédente, vous la retrouverez. Et quand vous observez cette carte et que vous la superposez avec celle qu'on est en train d'étudier, vous avez ce territoire ici. Si je zoome un petit peu sur la carte, vous avez ce territoire ici, celui-ci, qui est un des foyers d'apparition du néolithique, c'est-à-dire un des endroits où nos ancêtres sont apparus, du moins où la sédentarisation, l'agriculture sont apparus en premier. Et bien ce territoire ici, c'est exactement celui-ci. C'est vraiment exactement ce territoire-ci. Vous arrivez à le reconnaître là. Donc vous voyez, il y a un lien qui se fait très clairement entre l'apparition du néolithique et l'apparition des premières cités et des premières traces d'agriculture, et des premières traces de cités par la suite. Donc on va placer justement cette information extrêmement importante dans notre carte, la carte qu'on avait complétée juste avant pour ceux qui ont pu l'imprimer. Alors pour ceux qui ne l'ont pas imprimé, je vous le redis, c'est pas grave du tout, ça ne pose aucun souci. Je vous demanderai juste donc d'écouter, d'observer, de parler lorsqu'on se reverra. Donc si je reprends la carte, excusez-moi, la voici. Donc si je reprends cette carte, on va pouvoir placer notre information importante. Donc on va pouvoir, avec votre crayon de couleur vert, j'insiste, crayon de couleur, pas feutre, votre crayon de couleur vert, vous allez pouvoir en fait m'entourer tout ce territoire, cet immense territoire dans lequel l'agriculture a pu se diffuser, c'est-à-dire vous avez l'Égypte, on ne l'oublie pas. Donc je suis désolé, j'essaie de faire le plus proprement possible, mais c'est pas forcément facile. Donc voilà, vous vous arrêtez au niveau de la mer Méditerranée, vous ne passez pas au-dessus. Et cet immense territoire, donc l'immense territoire dans lequel les cités-États sont apparus et dans lequel l'agriculture est apparue, vous allez pouvoir le colorier aussi en vert. Bon, moi je le fais pas, je le fais pas complètement pour pas que ce soit trop long, mais donc vous pouvez complètement le colorier. Voilà, alors donc ce territoire en fait il a un nom, c'est ce qu'on va appeler le croissant fertile. Alors pourquoi on va l'appeler le croissant fertile? Parce que vous voyez, ce territoire a à peu près la forme d'un croissant. Si on devait le fermer, ce serait plus visible. A à peu près la forme d'un croissant. Et fertile, ça veut dire, fertile, c'est un adjectif qu'on va utiliser pour parler d'une terre sur laquelle on arrive à faire pousser quelque chose. Et donc en fait, ce territoire s'appelle le croissant fertile parce que c'est dans ce territoire où l'agriculture est apparue, où les archéologues pensent que l'agriculture est apparue en premier. Du moins, l'un des territoires où elle est apparue en premier et qui a permis le développement de grandes cités. Donc voilà, j'espère que c'est bien compris. On va faire une carte, on n'oublie jamais, vous le savez, quand on fait une carte, de compléter la légende. Vous avez la légende ici en bas, j'espère que certains l'auront vu et ne l'auront pas oublié. Vous complétez la légende. Bien entendu, vous coloriez le rectangle. Alors je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, on va recommencer.
J'avais pas pris le bon outil, c'est pour ça. Voilà, vous coloriez bien votre rectangle et vous allez pouvoir écrire à côté de ce rectangle, sur l'espace que j'ai laissé, que ce qu'on a colorié en vert, c'est ce territoire qu'on appelle le croissant fertile. Voilà, hein, je le rappelle, hein, ceux qui n'ont pas la carte, ne vous embêtez pas, c'est pas grave. Ceux qui ne peuvent pas l'imprimer, on la refera en classe quand on se verra. Bon, ben, on a pris pas mal de choses aujourd'hui. Moi, ce que je vous propose, c'est de prendre votre cahier à la page de la leçon, et puis moi, on va s'organiser pour noter tout ce qu'on a à noter. Donc, si je prends mon cahier, donc voilà la leçon hein, qu'on avait notée la fois précédente. Je vous rappelle, on l'avait divisée en 3 parties, donc là, vous prenez une des 3 parties. Et puis ben, on y va, hein, comme d'habitude, hein, crayon de couleur, branche, étiquette, vous avez l'habitude maintenant avec tout ça. Donc la première étiquette, vous la reliez bien au centre de votre leçon. Et puis vous allez pouvoir, en fait, comme on avait fait juste avant, me faire un rectangle ou un carré de 10 sur 10. Ça sera suffisant, hein, vous pouvez le faire un peu plus petit si vous avez peur de ne pas avoir assez de place. 10 sur 10. Et ce rectangle, en fait, nous permettra de coller la carte qu'on vient de compléter, qu'on appelle de l'Orient ancien. Donc ceux qui ont pu l'imprimer, bah, vous la collez. Ceux qui l'ont imprimé, bah, vous la collez. Et ça remplacera votre rectangle ou votre carré. Ceux qui ne l'ont pas imprimé, bah, c'est pas grave. Hein, on fera ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois en classe. Voilà la carte de l'Orient ancien au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Donc voilà, ceux qui n'ont pas la carte, vous faites votre rectangle et vous écrivez ça à l'intérieur au crayon de bois. Donc à partir de ce rectangle, on va pouvoir faire les différentes branches de notre leçon. Au total, il y en aura 5. Pas très longues, rassurez-vous, hein. 5 branches, et on aura terminé cette partie de leçon. Vous restez bien dans l'une des 3 parties qu'on avait subdivisées au crayon de bois. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir noter donc sur chacune de ces branches? On va reprendre tout ce qu'on a dit. Hein. On va d'abord noter que l'Orient ancien est le territoire des plus anciennes cités, États de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de l'homme. La première chose. On peut aussi noter que l'Orient ancien, je vais vous dire, soulignez-moi bien que c'est le territoire des plus anciennes cités-États de l'homme, hein, soulignez-moi bien la fin de cette phrase. On peut ensuite noter que l'Orient ancien est composé de 2 grands territoires. Donc ces 2 grands territoires sont la Mésopotamie et l'Égypte. Donc avec une différence notable entre les deux, on en a parlé, on va la noter là. Tout d'abord, la différence c'est que la Mésopotamie est composée de plusieurs cités, États indépendantes, dirigées chacune par un roi. Donc il y a donc plusieurs rois en Mésopotamie, tandis, et on va comparer avec l'Égypte, qu'en Égypte, un seul roi, qui s'appelle le pharaon, gouverne toute l'Égypte. Point. Donc voilà, j'espère que ça c'est bien compris. Vous pouvez me souligner en rouge le fait qu'il y ait la Mésopotamie et l'Égypte. Et qu'en Mésopotamie, on a plusieurs cités-États indépendantes, dirigées chacune par un roi. Il y a donc plusieurs rois en Mésopotamie, tandis qu'en Égypte, je vais le souligner, un seul roi, le pharaon, gouverne toute l'Égypte.
Donc voilà pour cette deuxième étiquette. Pensez à bien souligner, à bien les recopier tout ce qu'il y a à recopier. Alors, pourquoi on a des cités-états dans ce territoire? C'est là qu'on va développer ça, donc ça va être plus court que la précédente étiquette, je vous rassure. On peut noter que les cités-états sont apparus dans ce territoire grâce à l'invention de l'agriculture. Et je vous remets la date, on l'a vu en classe, vers 10 000 avant Jésus-Christ. Donc vous pouvez noter, sont apparus grâce à l'invention de l'agriculture vers 10 000 avant Jésus-Christ. On peut noter que l'agriculture a été possible plutôt, dans ce territoire grâce à la présence de 3 grands fleuves que sont le Nil, l'Euphrate et le Tigre. Donc vous pouvez me souligner la présence de ces 3 grands fleuves, Nil, Euphrate et Tigre. Et donc enfin, notez que ce territoire d'apparition de l'agriculture et des premières cités-états qui l'accompagnent se nomme le croissant fertile. Et vous soulignez le terme de croissant fertile. Voilà. D'accord, voilà la leçon. Donc prenez le temps de bien la noter, de bien tout copier. N'hésitez pas à mettre sur pause, vous le savez. Voilà, j'espère que vous avez bien suivi, que vous avez compris. Voilà, vous devez m'envoyer votre leçon photographiée, copiée, soulignée et coloriée comme d'habitude. Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine, pour la suite de cette leçon. Et puis dans une autre vidéo, page suivante, pour vous expliquer le travail que j'attends de vous aussi pour la fois prochaine. Allez, bon courage, travaillez bien. Au revoir.